Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Santé 10. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et ce soir, nous touchons du doigt la thématique du papillomavirus. Tout de suite, place aux invités. Et ce soir, cette thématique, le papillomavirus. Pour vous en parler, nous avons avec nous sur le plateau Madame Jean-Gal Karine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sage-femme. Absolument. Et il était important pour nous d'avoir une sage-femme sur le plateau pour pouvoir parler de cette proximité, parce que vous êtes vraiment au cœur de la famille. Comment on parle de prévention? Comment parlons-nous de papillomavirus quand on fréquente les familles, on fréquente les maisons, les jeunes? On en parle au cours de cette émission. Juste à côté de vous, on dit bonsoir au docteur Aurore Anne-Claire. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes médecin pathologiste. Quand on a posté sur nos réseaux le visuel, eh bien, on a eu quelqu'un qui nous a posé la question: qu'est-ce qu'un médecin pathologiste? Donc, on va leur expliquer dans un court instant. Notre thématique de ce soir, le papillomavirus. Sachez que notre gynécologue obstétricien, le docteur Louis Geffry, depuis Saint-Martin, eh bien, nous propose d'échanger avec nous, de répondre à certaines de nos interrogations, mais de vos interrogations à vous, chers téléspectateurs. Donc, tout de suite, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le papillomavirus? On écoute la réponse du docteur Geffry, et puis ensuite on discute de cela avec vous. Oui, bonsoir à tous. Qu'est-ce que le papillomavirus? Le papillomavirus est un virus qui est l'abréviation d'un terme qui est HPV, qui veut dire Human Papillomavirus, donc comme son nom l'indique, qui se manifeste chez les êtres humains sous sa forme que nous connaissons actuellement. Chacun peut être exposé au papillomavirus. Il se transmet exclusivement par voie sexuelle, mais pas forcément par la pénétration sexuelle. Étant donné qu'il est extrêmement contagieux, on peut avoir ou contracter ce papillomavirus, femme comme homme, sans avoir eu de pénétration sexuelle. Cette infection est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente connue. Il existe plusieurs types, une centaine, et parmi ceux qui sont les plus dangereux, on considère qu'il y en a une douzaine qui sont considérés comme étant particulièrement virulents, et donc ceux-là vont donner le cancer du col chez les femmes. La HPV peut aussi donner d'autres types de cancers. On pourra en reparler, le cancer de l'anus, le cancer de d'autres sphères, ORL également. Et la plupart du temps, cette infection, elle est transitoire, car l'organisme se défend et le papillomavirus disparaît. Toutefois, dans 10% des cas, on peut se retrouver avec un virus qui persiste. Et c'est dans ces cas-là qu'il est nécessaire justement d'être très vigilant. Parce qu'en persistant, il peut entraîner une inflammation du tissu avec lequel il est en contact, et à ce moment-là, faire des dégâts que nous connaissons maintenant. Qu'est-ce que nous devons rajouter à cette définition du docteur Louis Geffry? Alors effectivement, dans ce qu'il a dit, tout est parfaitement juste. Moi, c'est vrai que je compléterai avec... effectivement, le papillomavirus se transmet exclusivement par la voie sexuelle, et le préservatif ne protège pas du papillomavirus. Donc, c'est un virus qui est extrêmement contagieux, qui se transmet d'homme à homme, enfin de l'espèce humaine homme à homme, femme et homme, mais effectivement qui n'est pas, enfin le préservatif ne protège pas de l'HPV. Karine, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter qu'il existe un dépistage pour prévenir justement des dégâts de l'HPV. Il y a un dépistage organisé par la sécurité sociale, et on peut également, à titre individuel, se faire dépister pour l'HPV. Donc il existe un schéma. Je ne sais pas si Oui, on en parle après, dans un petit moment, parce que je pense qu'il est important, après cette définition, de parler un petit peu des symptômes. Oui, alors c'est vrai que finalement l'infection à HPV, elle est asymptomatique. Malheureusement, il n'y a pas de symptômes qui vont se déclarer lors de l'infection au papillomavirus. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut se faire dépister et
Et donc la prévention de l'HPV passe par le dépistage, donc comme Karine en a parlé, et aussi par le vaccin HPV. On en parle en détail juste après avoir entendu un petit peu ce que le docteur Louis Geffry, lui, nous dit de cette partie concernant les symptômes. Quels sont les symptômes du papillomavirus? Il existe plusieurs types de papillomavirus, donc plusieurs manifestations possibles de ces papillomavirus. Alors évidemment, ils se localisent essentiellement sur les voies génitales, comme on l'a dit, mais pas seulement. Ils peuvent atteindre la gorge, la bouche et avoir d'autres manifestations de la sphère ORL. Celles qui nous intéressent principalement ici, ce sont les lésions qui affectent la partie génitale. Mais en général, ces lésions au niveau des parties génitales que nous connaissons, qui sont les plus désagréables, ces verrues génitales qu'on appelle crête de coq, qui sont ces petites lésions qui sont un peu boursouflées et qui parfois peuvent un peu démanger. Ces lésions en général n'aboutissent pas à des formes graves. Les formes graves sont souvent liées à des lésions, ce qu'on appelle précancéreuses, qui sont parfois très discrètes, qui créent une inflammation au niveau des organes génitaux, en particulier au niveau du col féminin, et ensuite aboutir à des lésions définitivement qui vont aboutir au cancer du col, mais qui vont être ce qu'on appelle symptomatiques beaucoup plus tard. Donc effectivement, soyons vigilants. C'est la raison pour laquelle l'HPV nécessite qu'on le détecte qu'on fasse un dépistage en anticipé, parce que dans la grande majorité des cas, il est asymptomatique. Cela veut donc dire qu'il faudra faire un dépistage, faire des tests sans avoir effectivement des symptômes pour le révéler. Donc ça veut dire aussi, on arrive vraiment à la partie dépistage, c'est vraiment très important. Mais est-ce que ça veut dire aussi que ça ne se diagnostique pas facilement ? Alors, le diagnostic, si vous voulez, le diagnostic passe par, donc, effectivement, le dépistage. Le dépistage, c'est un frottis. Donc, Karine va nous expliquer en détail ce que c'est le geste du frottis. En fait, le frottis permet deux choses. Premièrement, de détecter le virus donc, dans les cellules du frottis cervico-utérin. En fait, un frottis, c'est un coton-tige qui va venir gratter les cellules. Et en fait, dans ces cellules-là, avec un automate spécifique, on va rechercher le virus spécifiquement. Et une fois qu'on a détecté ce virus-là, il y a besoin d'une surveillance. En fait, on ne va pas directement traiter, c'est ce que le docteur Geffry a expliqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de traitement de l'HPV, mais on va traiter les lésions qui sont induites par l'HPV. En fait, le traitement de l'HPV, il n'y en a pas parce que le système immunitaire peut se débarrasser du virus au bout de plusieurs années. Et en fait, l'apparition finalement du cancer, dans le cadre du cancer du col de l'utérus, il met 10-20 ans. Et c'est pour ça que la surveillance est extrêmement importante. Et finalement, au bout de quelques mois, quelques années, on s'aperçoit que le virus a disparu sans traitement. Et c'est pour ça que le dépistage est important. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de traitement qu'on traite à partir du moment où il y a des lésions. Mais avant ça, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de traitement vraiment. On va pas donner, il n'y aura pas de médicaments anti-HPV en fait. Voilà. C'est ce que nous dit d'ailleurs le docteur Geffry concernant la question des traitements. Il nous explique qu'il n'y en a pas vraiment. C'est ça. On va revenir, on écoute ce qu'il nous dit sur les traitements et puis on va revenir sur le frottis et on va en parler en détail de ce frottis. Très bien. Oui, alors, si nous voulons parler du traitement du papillomavirus, aujourd'hui, nous considérons qu'il n'y a pas de traitement réellement efficace pour guérir du papillomavirus. Nous pensons effectivement que le moyen de prévention, c'est celui qui est le plus recommandé, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie permettant de maintenir une immunité correcte et une hygiène sexuelle évitant de multiplier les partenaires, peut effectivement être un moyen de réduire son exposition au papillomavirus qu'on considère comme oncogène, c'est-à-dire générateur de cancer du col sur la durée. Ce papillomavirus, effectivement, est connu comme étant silencieux et donc il s'agit de prendre des mesures très tôt. Le moyen connu que l'on connaît le plus, c'est la vaccination par l'HPV très tôt, avant les premiers signes d'infection, avant les premiers rapports sexuels, permettant de
protéger contre ce virus du papillomavirus, en tout cas ceux qui sont considérés comme oncogènes. Dans les autres situations, n'oublions pas qu'il s'agit malgré tout de privilégier une hygiène de vie cohérente et aujourd'hui, certaines substances existent, certains produits pour favoriser l'immunité locale peuvent être mis par voie vaginale sous forme de spray ou sous forme de gel au niveau du col pour aider à la clairance du papillomavirus. Voilà, tout cela montre une évolution de plus en plus importante sur les traitements liés au papillomavirus. Comment traite-t-on le papillomavirus? Alors, le traitement du papillomavirus aujourd'hui repose principalement sur un traitement entre guillemets préventif. Il repose sur la vaccination. Ce mécanisme commence à être connu, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les jeunes filles et maintenant les jeunes garçons peuvent bénéficier d'une vaccination qui protège contre certains types de papillomavirus qui sont considérés comme agressifs, comme méchants. C'est HPV, ce virus HPV, donc à ce moment-là, ne prend pas prise et est éliminé quasiment immédiatement. D'où l'intérêt de cette vaccination. Certaines personnes qui effectivement sont réfractaires à la vaccination doivent effectivement également penser qu'une excellente hygiène de vie est un élément important permettant d'éviter d'avoir un papillomavirus qui va persister. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, c'est fondamental. La vaccination, c'est un élément. Et puis, éviter certaines autres choses comme le tabac, on n'insistera jamais là-dessus, et une hygiène de vie et sexuelle correcte permettra d'éviter justement d'être atteint par ce virus. Donc, c'est principalement préventif. Aujourd'hui, certaines méthodes, certaines propositions sont faites avec certains produits pour pouvoir booster l'immunité locale du col et favoriser l'élimination de ce papillomavirus. Il y en a certains qui existent déjà sur le marché, mais ils n'ont pas fait la preuve d'une totale efficacité. Mais ils peuvent aider, et donc nous les prescrivons de temps en temps. Là, le dépistage, parlons-en en détail. Karine. Oui. Donc le dépistage consiste à réaliser un frottis cervico-utérin entre 25 ans et 65 ans, avec une première période entre 25 et 30 ans, où il va y avoir 2 frottis cervico-utérins à 1 année d'intervalle, et après on prend le schéma tous les 3 ans. D'accord. Et quand on passe les 30 ans, on réalise un test HPV qui se réalise de la même façon, et si celui-ci est négatif, il est valable 5 ans. Comment ça se passe? Il faut vraiment qu'on explique en détail aux téléspectateurs. Bien sûr. Donc les frottis sont réalisés soit dans des laboratoires spécialisés ou également auprès des sages-femmes. Donc les patientes sont installées sur des tables gynécologiques. Alors on a une petite image, je ne sais pas si c'est le moment de la montrer. Voilà. On a exactement l'illustration, une patiente qui est installée sur une table appropriée. On utilise un écarteur vaginal qu'on appelle un spéculum pour avoir accès à la partie inférieure de l'utérus qui est le col. Et avec cette petite brosse, on tourne un petit peu pour récupérer des cellules de cette zone-là qui seront ensuite déposées dans ce petit récipient. Et ensuite, celui-ci sera transmis à un laboratoire spécialisé qui nous dira, selon ce que l'on a demandé, si il y a des cellules précancéreuses, cancéreuses, et si l'on demande un test HPV, s'il y a la présence ou l'absence des types d'HPV qui risquent de donner ce type de lésion. Docteur? Justement, je voudrais compléter. C'est vrai que donc le frottis, effectivement, se fait auprès des sages-femmes, mais aussi auprès des médecins généralistes et des gynécologues. Oui. Et en fait, l'examen, il est envoyé dans un laboratoire d'anatomie pathologique. Et vous posiez la question au départ de ma spécialité. Donc en fait, moi, je suis médecin pathologiste. Donc je travaille dans les laboratoires d'anatomie pathologique. L'anatomie pathologique, c'est la spécialité qui permet de diagnostiquer, de rechercher les cellules cancéreuses et de poser les diagnostics de cancer. En fait, nous sommes une spécialité très peu connue du grand public parce qu'on n'est pas en contact direct avec les patients. On est plutôt en contact avec les professionnels de santé qui, eux, sont en contact avec les patients parce que ce sont des professionnels de santé, donc les sages-femmes,
tous les médecins qui prélèvent finalement, donc, et aussi à l'hôpital, donc les chirurgiens, enfin, tous les médecins qui prélèvent, en fait, qui font des prélèvements, nous envoient pour étudier le prélèvement et dire ou pas s'il y a des cellules cancéreuses, s'il y a un cancer, quel type de cancer, etc. Donc voilà. Après, pour compléter, en fait, le dépistage, effectivement, se fait entre 25 et 65 ans. L'intérêt, la prévention de l'HPV vient aussi avec la vaccination et l'intérêt de vacciner les adolescents, puisque le schéma vaccinal concerne les adolescents entre 11 et 14 ans, donc garçons et filles, avec un rattrapage entre 15 et 19 ans. C'est 2 doses espacées de 6 mois. S'il y a un rattrapage entre 15 et 19 ans, il peut y avoir une 3e dose parce qu'en fait, le système, premièrement, le vaccin fonctionne quand il n'y a pas d'infection en cours. C'est-à-dire que, comme l'a dit Dr Giffrey, c'est un vaccin qui est préventif. Donc, si on veut être sûr qu'il n'y a pas de virus, en fait, il faut juste pas avoir eu de relations sexuelles. Donc, c'est pour ça qu'on vaccine les adolescents parce qu'on s'assure qu'il y a en tout cas, soit pas eu de rapport sexuel, soit c'est au tout début de la vie sexuelle, ce qui permet de dire qu'on a plus de chances que le vaccin fonctionne. Donc c'est le rationnel de vacciner les adolescents, il est là. Ensuite, la grande nouveauté, enfin nouveauté plus trop nouvelle, mais la nouveauté du Gardasil, qui a été un vaccin qui a été très controversé au final quand il est sorti, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un vaccin qui a quand même 10 ans de recul. Il y a plus de 300 millions de doses dans le monde, donc on parle de surveillance dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on suit toujours, il y a des agences pour ça. En France, ça s'appelle l'Agence nationale de la sécurité du médicament, l'ANSM, qui va surveiller en fait les médicaments dans la population générale et détecter s'il y a des effets indésirables qui ressortent, etc. Et dans tous les pays, il y a des agences comme ça. Et en fait, pour le Gardasil, il y a vraiment très peu d'effets indésirables. Principalement, c'est la rougeur au point d'injection quand on fait le vaccin. Il y a des céphalées. Il peut y avoir des effets indésirables vraiment directement après le vaccin, mais très peu à long terme. Ce qui avait été évoqué au départ, c'était Guillain-Barré, sclérose en plaques, et ça a vraiment été démontré qu'il n'y a pas de lien finalement entre ce type de maladie et le vaccin. Et je sais que il peut y avoir une méfiance, je pense, des parents vis-à-vis de ce vaccin pour leurs enfants, mais en fait, on voudrait vraiment rassurer sur le fait que c'est un vaccin qui est connu, qui est ancien, qui est considéré comme ancien aujourd'hui, donc qui est vraiment sécure. Qui a plus de 10 ans d'âge. Qui a plus de 10 ans d'âge et 300 millions de doses. On pourrait même rajouter qu'il y a des pays où la politique vaccinale anti-HPV est beaucoup plus répandue et qu'ils ont observé une diminution significative des lésions précancéreuses chez les adolescents. Donc on a du recul aussi par rapport à d'autres pays où la prévention est un peu plus élargie. Oui. En Australie et en Suède. Et au Royaume-Uni, effectivement, où ils atteignent 90%. En première dose 80% garçons et filles, et ce qui est vraiment incroyable parce que ça a permis de faire reculer 75% des taux de cancer du col de l'utérus. Ce qu'on peut observer, alors Dr Giffrey l'a dit aussi, c'est que les principaux cancers, le principal cancer concerné par HPV, induit par HPV, c'est vrai que c'est le cancer du col, mais chez les hommes, il y a aussi le cancer de l'oropharynx, l'anus, le pénis. Voilà, c'est vraiment les principaux organes concernés. Et finalement, HPV, c'est plus de 25% des cancers provoqués par les HPV surviennent chez des hommes. Donc c'est vraiment pas rien. Donc c'est quand même pas un dépistage. C'est un dépistage qui a son intérêt parce qu'il y a quand même plus de 6000 personnes qui sont... Enfin, ça représente concernées. Il y a une dizaine... Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de chiffres, parce que c'est très important. Il y a environ, en France, plus de 6000 nouveaux cancers liés à l'HPV qui sont diagnostiqués, et ce qui représente à peu près une dizaine, 10-20 nouveaux cas par jour, ce qui n'est pas négligeable. Et je voulais préciser... Toute localisation confondue. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et il faut préciser que le vaccin ne se substitue pas
au dépistage du frottis cervico-utérin. C'est complémentaire, ce sont des examens complémentaires. On a, j'en profite parce qu'il y a des petits messages sur les réseaux. Donc il y a Marie-Chantal qui dit qu'elle n'a pas encore 25 ans, qu'elle pense à faire son examen, mais qu'elle appréhende. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour la rassurer? Elle nous dit qu'elle appréhende. Bien sûr, c'est normal. C'est un examen qui n'est pas douloureux, c'est désagréable. Je ne dirais pas que c'est agréable, c'est désagréable, mais normalement, ce n'est pas très douloureux. Et il faut garder à l'esprit que ça a un intérêt majeur et que ça vaut le coup quand même de le faire malgré ce petit côté désagréable. Docteur? Oui, alors moi je dirais que il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter, que c'est un examen qui dure pas longtemps, en plus qui dure moins de 5 minutes, qui est pris en charge par la sécurité sociale à 100%, donc avec la mutuelle. Donc je pense que c'est vraiment, il faut que ça rentre dans les habitudes dès 25 ans pour que ça soit un automatisme tous les 5 ans si tout va bien, tous les 3 ans jusqu'à 30 ans et puis après tous les 5 ans, mais pas d'inquiétude vraiment sur... en gros, en Guadeloupe, pour vous parler un petit peu de chiffres, en Guadeloupe, on a à peu près, donc sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, sur le dépistage frottis, on atteint à peu près 40% de la population cible. L'objectif, il est à 80%, c'est l'objectif européen. Après, en hexagone, ils sont à 60, 50, 60%. Donc, c'est pas non plus objectif atteint, mais on est en dessous de l'hexagone. Mais c'est quand même 40%, c'est quand même mieux. Qu'il y a des années. Donc, ça progresse. Et on en discutait tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Et c'est vrai qu'on observe quand même que ça rentre petit à petit dans les habitudes. Et c'est bien, c'est quand même un signe positif. C'est une bonne chose. Donc, il faut continuer comme ça. Dans les 40%, il y a à peu près... donc 300 cancers du col de l'utérus déclarés en Guadeloupe chaque année. Donc c'est pas rien, hein. C'est 300 femmes plutôt jeunes qui ont des cancers du col de l'utérus chaque année, avec à peu près 10 décès malheureusement. Donc c'est encore une fois des femmes jeunes et ce sont des décès qui sont évitables. Ce qu'on appelle évitable, c'est-à-dire que si on les prend tôt, on peut vraiment éviter parce que c'est une maladie qui est très lente. Il y en a encore moins pour les autres localisations liées à HPV. Donc, aller faire son frottis, c'est pas du tout dire on a un cancer du col de l'utérus. Au contraire, c'est justement pouvoir détecter le virus tôt, suivre, et même en ayant le virus, dans 9 cas sur 10, on va s'en débarrasser tout seul. C'est-à-dire que le système immunitaire, le corps est bien fait, il va réussir à se débarrasser du virus tout seul. Et ça rejoint ce que disait Dr Jeffrey avec la bonne hygiène de vie, justement le tabac, pour ne pas, entre guillemets, diminuer son système immunitaire et pouvoir se défendre face au virus. Donc, tout ça pour répondre à Marie-Chantal, si je ne me trompe pas. C'est ça. Marie-Chantal, donc d'aller faire son frottis sans inquiétude. Et ne pas hésiter à en parler aux professionnels qui sont là pour la rassurer. La transition est toute faite pour cette petite question que je voulais poser à Karine. La sage-femme, pour nous, avec le docteur, on en parlait, c'était primordial pour nous de vous avoir sur le plateau. Merci pour de nous aussi, avoir invités. pour aussi parler de proximité, parce que vous, les sages-femmes, en général, vous avez ce côté proximité. Vous allez dans les familles, vous parlez vraiment avec l'adolescent, avec le jeune, avec les parents, d'une autre manière. Et ça compte pour beaucoup. Absolument. Et puis, ça fait partie de nos compétences. Nous faisons maintenant des consultations gynécologiques au cours desquelles justement, on aborde justement tout cela. Et donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous. On profite de toutes ces consultations pour faire le point sur la vie sexuelle des femmes en général, donc de l'adolescence à la personne un peu plus âgée. Faire la prévention, notamment du frottis cervico-utérin, mais aussi du dépistage du cancer du sein. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous parler. Voilà. Mesdames, on va marquer une toute petite pause. Oui. On est déjà nous sommes à la moitié de notre émission. On va marquer une courte pause et on va revenir juste après.
Et si vous prenez en cours votre émission Santé 10, sachez que ce soir, nous parlons du papillomavirus. Avec nous sur le plateau, nous avons Madame Jean-Gall, Karine, qui est sage-femme, et nous avons aussi le docteur Aurore Anne-Claire, qui est pathologiste, médecin pathologiste. À distance, on a la chance et le privilège d'avoir le docteur Louis Geffry, gynécologue obstétricien, et nous parlons donc de cette thématique depuis 20 heures. En deuxième partie, j'aimerais vraiment que nous parlions de nos adolescents, que nous puissions parler de la campagne de vaccination, qu'on puisse rassurer les parents, Karine, parce que vous, sage-femme, oui, vous discutez, vous parlez avec les parents, absolument, mais vous le faites aussi avec nos adolescents. Oui, donc il est important de rassurer un petit peu tout le monde. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, chers parents, à venir en consultation nous voir et et que vos adolescents viennent nous voir également pour qu'on puisse discuter en toute transparence de tout ce qui concerne l'HPV, donc la prévention avec le frottis cervico-utérin, mais également la vaccination que les sages-femmes sont habilitées à réaliser. Avec le schéma qui a déjà été évoqué, mais que je peux rappeler, donc dans la tranche 11-14 ans, les filles et les garçons peuvent se faire vacciner avec 2 vaccins, avec un intervalle entre 6 et 13 mois entre les vaccins, et avec une période de rattrapage qui va de 15 ans à 19 ans, où là, ce sont 3 injections qui sont réalisées. Donc n'hésitez pas, vraiment, nous sommes à votre disposition et c'est avec grand plaisir que l'on parlera de ce sujet important avec les parents et les adolescents également. Et puis docteur, je me suis renseignée, il me semble que nos sages-femmes vaccinent aussi. Oui, complètement, effectivement, les sages-femmes ont la possibilité de vacciner dans leur cabinet, sur le même... Oui. Avec... Tout à fait. Voilà. C'est important, c'est important de le souligner. Ça, oui. Samedi, oui. Ce samedi, oui, il va se passer quelque chose de fort intéressant. Notre réalisateur Jordan va vous montrer, chers téléspectateurs, cette affiche. Papillomavirus, vous avez le pouvoir de protéger vos enfants. Alors, je remercie l'ARS qui m'a fait parvenir tous les documents qu'il fallait et qui mettent en place d'ailleurs tous ces moments forts et ces moments utiles. Comment ça va se passer ce samedi 27 avril du côté des Abîmes? Alors, donc samedi, donc à partir de 10h, ça va durer 1h30, de 10h à 11h30. Les parents donc, seront accueillis avec les adolescents, évidemment, pour une réunion d'information, donc animée par professeur Jeanqui et moi-même. Donc il y aura d'abord 45 minutes de présentation par professeur Jeanqui et moi, puis 45 minutes de discussion. Donc c'est vraiment le moment, l'occasion de se rencontrer, d'échanger pour que les parents et les adolescents puissent poser leurs questions sans filtre, de façon très transparente et plutôt conviviale, on espère. Donc voilà, venez nombreux, on est là, on vous attend pour discuter du papillomavirus. Ça va se passer à la salle Joseph Théodore Faustin à Bois-Ripault, aux Abîmes. Et donc, on rappelle l'heure, il faut être là à partir de... Un petit peu avant 10h jusqu'à 11h30. Voilà, à partir. Vous voyez l'affiche sur vos écrans. Donc, vous rencontrez le professeur Stas Jeanqui, le docteur Anne-Claire Aurore qui sera là. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et bien sûr, nos 2 professionnels de santé vont vous répondre à toutes vos interrogations. Ce samedi 27 avril, de 10h à 11h30, salle Joseph Théodore Faustin à Bois-Ripault aux Abîmes. Vraiment... une campagne qui ne fait que démarrer, parce que l'ARS met bien l'accent dessus. Exactement. En fait, donc cette réunion vient un peu au milieu d'une campagne de vaccination qui a été mise en place par l'État, en fait, à la rentrée de 2023 pour les élèves de 5e, donc garçons et filles, pour intégrer le schéma vaccinal pour l'HPV. Avec bien sûr autorisation parentale des 2 parents. Donc il y a 51 collèges qui ont été contactés. Voilà. 41 collèges qui ont répondu, qui ont participé à la campagne. Après, c'est la première année, donc ça va se répéter tous les ans. Tous les ans, entre janvier et juin. Donc la première
partie, on va dire que c'est de octobre à janvier et la deuxième partie d'avril à juin. Donc là, on est entre les 2 doses pour que, en fait, un enfant de 5e ait les 2 doses sur l'année scolaire et voilà. Et donc, ça concerne tous les ans les élèves de 5e. Évidemment, les élèves qui sont aujourd'hui en 4e et 3e, enfin ceux qui ont plus de 11-12 ans, sont aussi concernés, mais en ville, de façon directe avec leurs parents et pas forcément à l'école par cette campagne. Voilà. Cependant, durant cette campagne, vous informez, vous leur dites comment ça se passe après. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, on a des petites questions. Hein. On a Georges qui nous demande est-ce qu'on guérit du papillomavirus? On en discute d'abord et puis on écoutera après ce que nous dit Dr Jeffrey. Oui. Alors, est-ce qu'on guérit du papillomavirus? Donc, il y a plusieurs... ça dépend... Enfin, oui, on guérit du papillomavirus. Oui, on guérit du papillomavirus, mais comment? Donc, soit le virus est détecté via les tests de dépistage et dans ce cas, en fait, c'est de la surveillance parce qu'en fait, le corps élimine lui-même le virus. Donc, même s'il y a des traitements aujourd'hui qui sont des traitements locaux qui vont aller booster le système immunitaire, comme disait Dr Jeffrey, mais en fait, finalement, c'est toujours le corps lui-même qui va se débarrasser du virus. Ou alors, une fois, si c'est arrivé, si on arrive un peu plus tard dans l'évolution du virus, dans l'évolution de la lésion et qu'il y a déjà des lésions précancéreuses, en fait, le traitement va consister à retirer la lésion, donc avec des gestes spécifiques, le laser. Il y a ce qu'on appelle la conisation pour la femme. Et en fait, là, on retire en fait le tissu malade. Donc, on retire le tissu malade et en retirant le tissu malade, on retire le virus. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'HPV, il va se multiplier uniquement dans les cellules, dans certains types de cellules. Il va pas se balader dans le corps comme par exemple, si vous voulez, on ne va pas retrouver l'HPV dans le sang. Voilà, c'est pour dire les choses très simplement. L'HPV, on va vraiment le retrouver dans les tissus. Et donc, c'est en retirant les tissus malades qu'on va retirer l'HPV. Localement. Localement, exactement. Voilà. Alors oui, c'est une question que les patients nous demandent souvent. Est-ce que l'on guérit et comment on guérit du papillomavirus? Dans la majorité des cas, nous avons une guérison spontanée du papillomavirus. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, des lésions qui se retrouvent au niveau du col, une fois qu'il a été détecté, il est bien possible, dans la majorité des cas, que ce virus s'en aille. On appelle ça, c'est la clairance du virus. C'est-à-dire que votre système immunitaire évacue ce virus. Et donc l'intérêt d'avoir un système immunitaire fort, ou en tout cas préservé, est important et d'éviter d'autres facteurs de risque. Donc oui, dans 90% des cas, le système immunitaire élimine le papillomavirus. La plupart des personnes qui sont infectées n'ont aucun symptôme, donc on ne sait pas que c'est arrivé, et près de 80% des personnes seront infectées par le papillomavirus au cours de leur vie. Il s'agit donc pour tout un chacun de savoir que c'est donc une infection banale pour laquelle il ne s'agit pas d'être particulièrement angoissé et que l'intérêt est bien de dépister pour être en mesure de faire des examens réguliers des personnes qui ont eu un papillomavirus et qui auront, en fonction de ce type de papillomavirus, surtout s'il est considéré comme oncogène, c'est-à-dire générateur de cancer, devront faire des frottis plus fréquemment que les autres, et en particulier une fois par an, contre une fois tous les 3 ans si vous n'êtes pas atteint du papillomavirus. On a une question de Clarence, qui a 19 ans et qui a pris en cours l'émission et qui demande est-ce que vous pouvez nous dire comment on attrape exactement le papillomavirus? Très simplement, en étant en contact, on va dire peau à peau, avec, en fait, c'est via les fluides quand même sexuels, les fluides biologiques, qu'on va être en contact avec le virus et qu'on va le contracter. Après, il faut vraiment que ce soit un rapport sexuel quand même. Donc c'est de muqueuse à muqueuse. C'est pas la peau directement, mais c'est muqueuse à muqueuse. Donc ça va être la vulve, l'anus, mais aussi la gorge, enfin dans la bouche, etc. Donc c'est pour ça qu'on a bien dit au début, bon elle a pris en cours de route, mais on a bien dit au début, même les rapports sans pénétration peuvent être vecteurs de l'HPV.
Voilà. Je ne sais pas si on a le temps et si notre réalisateur serait d'accord, mais ce ne serait-ce que pour Clarence ou d'autres qui ont pris en cours cette émission, peut-être qu'on pourrait rediffuser la toute petite vidéo du docteur Jeffrey où il expliquait qu'est-ce que c'est en fait que... Je voudrais juste rajouter une dernière chose qui va peut-être intéresser les parents et les enfants et les adolescents. Faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est les HPV qui induisent le cancer du col de l'utérus ne sont pas toujours les mêmes que ceux de l'Hexagone. Et en fait, le nouveau vaccin, ce qu'on appelle le Gardasil 9, comprend ces génotypes-là, ces types d'HPV. Et ce qui est vraiment nouveau et ce qui est vraiment très important, c'est que finalement, on a un vaccin qui va concerner réellement la population guadeloupéenne et qui va réellement nous protéger. Et donc ça, c'est très nouveau et je pense qu'il faut vraiment le dire parce qu'avant, ce n'était pas le cas. On va revenir Voilà. dessus, avant la fin de l'émission, on reviendra dessus Voilà. parce qu'on va revenir encore sur ce qui va se passer ce samedi. Mais pour Clarence et d'autres qui n'ont pas pu avoir le début de l'émission, on va juste rediffuser la petite explication du docteur Jeffrey sur ce que c'est que le papillomavirus. Oui, bonsoir à tous. Qu'est-ce que le papillomavirus? Le papillomavirus est un virus qui est l'abréviation d'un terme qui est HPV, qui veut dire Human Papillomavirus. Donc, comme son nom l'indique, qui se manifeste chez les êtres humains, sous sa forme que nous connaissons actuellement. Chacun peut être exposé au papillomavirus. Il se transmet exclusivement par voie sexuelle, mais pas forcément par la pénétration sexuelle. Étant donné qu'il est extrêmement contagieux, on peut avoir ou contracter ce papillomavirus, femme comme homme, sans avoir eu de pénétration sexuelle. Cette infection est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente connue. Il existe plusieurs types, une centaine, et parmi ceux qui sont les plus dangereux, on considère qu'il y en a une douzaine qui sont considérés comme étant particulièrement virulents, et donc ceux-là vont donner le cancer du col chez les femmes. La HPV peut aussi donner d'autres types de cancers. On pourra en reparler, le cancer de l'anus, le cancer de d'autres sphères, ORL également. Et la plupart du temps, cette infection, elle est transitoire, car l'organisme se défend et le papillomavirus disparaît. Toutefois, dans 10% des cas, on peut se retrouver avec un virus qui persiste. Et c'est dans ces cas-là qu'il est nécessaire justement d'être très vigilant. Parce qu'en persistant, il peut entraîner une inflammation du tissu avec lequel il est en contact, et à ce moment-là, faire des dégâts que nous connaissons maintenant. Comment diagnostique-t-on le papillomavirus? Donc effectivement, le diagnostic du papillomavirus est un diagnostic qu'on va dire un diagnostic virologique, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement directement au contact de la zone lésée ou qu'on pense être lésée, et on fait une analyse que l'on appelle une analyse ADN de réplication du virus, un peu comme ce qu'on faisait pour le PCR Covid, permettant donc, après que l'écouvillon sur le col de l'utérus ou les différentes zones qui sembleraient avoir été atteintes, la gorge éventuellement, ou la bouche, mais d'autres zones cutanées, effectivement, dans le cas des virus, si on le souhaite. Et à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir faire un diagnostic du type d'HPV qui aura occasionné ces lésions. Donc dans ces cas-là, le vrai diagnostic se fait par prélèvement sur les zones ou les territoires de prédilection de l'HPV. On a eu des remerciements pendant le passage de la petite vidéo parce que nombreuses sont les personnes qui en fait n'ont pas eu le temps de voir le début de notre émission. On va revenir, oui. Je souhaiterais juste préciser, du coup, compte tenu des explications du docteur Jeffrey, que le préservatif ne protège pas suffisamment de l'HPV parce que les zones, parce que c'est possible d'être contaminé en l'absence de pénétration. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le préservatif pour les autres infections sexuellement transmissibles, on précise, mais qu'il ne protège pas de l'HPV. Le docteur avait un petit peu souligné cette petite partie et effectivement, je n'ai pas rebondi dessus, donc merci beaucoup Karine. On va revenir sur ce qui va se passer samedi
On a des questions aussi, hein. On a des parents qui nous demandent, est-ce que, même s'ils ne font pas partie de la zone des abîmes, est-ce qu'ils peuvent quand même venir et se rapprocher de vous? Je pense que oui, il n'y a pas forcément de... Oui, il n'y a pas de souci. Après, il y aura d'autres réunions d'information qui sont prévues donc en mai. Alors le 18 et le 25 mai, par contre, j'ai plus en tête les localisations, mais je crois qu'elles sont accessibles peut-être sur l'Instagram de l'ARS. Mais après, effectivement, c'est ouvert à tout le monde, même si c'est pas la zone dédiée. Mais il y aura d'autres réunions d'information en mai, quand même, dans d'autres zones. De toute manière, vous le savez, hein, l'ARS vous informe en temps et en heure, là en priorité sur ce qui va se passer ce samedi aux abîmes. On va remettre notre petite affiche parce que c'est très important. Donc parents et enfants et adolescents sont attendus donc ce samedi 27 avril de 10h à 11h30. Donc venez un petit peu avant 10h de façon à vous installer agréablement et convenablement pour que vous puissiez poser toutes vos questions au professeur Eustace Janqui, mais aussi à Dr Anne-Claire Aurore qui est avec nous ce soir et qui sera là pour répondre aussi à vos interrogations. Vous allez pouvoir parler de la vaccination et d'autres choses aussi, hein, puisque vous allez expliquer un petit peu comment ça se passe, mais pas seulement pour cette tranche, mais aussi après, comment faire après pour continuer à aller dans cette bonne direction qui est la vaccination. Et donc ça va se passer à la salle Joseph-Théodore Faustin à Bois-Ripault aux abîmes. Et oui, on répond à cette maman qui s'inquiétait de savoir est-ce que l'invitation est particulière par zone. Non, si vous pouvez rejoindre cette équipe le samedi 27 avril, eh bien vous serez bienvenus, nous souligne le docteur Aurore. Eh bien, mesdames, s'il fallait rajouter quelque chose, on arrive à la fin de notre émission. Il nous reste 5 petites minutes. S'il fallait rajouter quelque chose, et puis surtout, s'il fallait d'un côté parler aux parents, mais aussi parler aux adolescents, puisque vous le savez, je fais attention à ce que je dis parce que j'allais dire spontanément malheureusement, mais peut-être que pour d'autres heureusement. Mais enfin, la vie sexuelle chez nos adolescents, on a remarqué que ça commence de plus en plus jeune. Donc, par rapport à tout ça, eh bien, qu'aimeriez-vous leur dire? Nous sommes à la fin de notre émission. Karine? Mesdames, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels qui réalisent les frottis cervico-utérins pour prévenir des pathologies qui peuvent être liées à l'HPV. Et nos chers adolescents, n'hésitez pas également à vous rapprocher de ces mêmes professionnels pour pouvoir également prévenir des effets négatifs de l'HPV. Docteur? Alors moi, je voudrais dire d'abord aux adolescents, effectivement, comme vous l'avez dit, la vie sexuelle commence de plus en plus tôt. Et je pense que c'est important pour les adolescents, aussi pour les parents évidemment, mais aussi pour les adolescents qu'ils connaissent les risques d'avoir une relation sexuelle. Donc l'HPV en fait partie et donc il y a des moyens de s'en protéger, il faut les connaître. Et je pense que c'est une décision dont il faut discuter avec les parents. C'est une décision qui doit être prise, je dirais, en famille, en connaissance, de façon pas qu'elle soit positive ou négative. Je pense qu'elle doit être prise en connaissance de cause et en connaissance de ce qui existe aujourd'hui pour s'en protéger. Il faut quand même moi, j'aurais bien aimé terminer par, finalement, le cancer du col de l'utérus et les cancers liés à HPV sont des cancers évitables. Si on peut éviter un cancer à l'âge adulte avec un vaccin en étant adolescent, pourquoi pas? Voilà. Et moi, j'aimerais à nouveau souligner cette campagne en place par l'ARS qui va durer dans les collèges, en tout cas pour nos collégiens. Et puis, n'oubliez pas que ce samedi, ce sera du côté des abîmes, plus précisément à la salle Joseph-Théodore Faustin, Bois-Ripault, aux abîmes. N'hésitez pas, parents et adolescents, venez poser vos questions, venez vous informer avec facilité, puisque vous avez vraiment les bonnes personnes en face de vous qui vont répondre à chacune de vos interrogations et qui vont surtout vous expliquer l'importance
de cette vaccination. Merci. Merci à vous. Docteur Aurore, merci d'être venue. Merci Karine. J'espère vraiment vous retrouver très prochainement pour une autre thématique. Ce fut très agréable. Merci à notre réalisateur Jordan, notre réalisateur de ce soir. Et puis un grand merci aussi au docteur Louis Geffry qui, depuis Saint-Martin, a participé avec nous à cette émission pour informer le plus grand nombre. Belle soirée à vous. Et puis, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. Vous le savez, votre santé est une priorité. Et puis, on vous laisse avec toute l'équipe de Zone Rouge.